Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Charles Berberian, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre atelier. C'est là que vous dessinez ? Je dessine ici et dans un autre atelier collectif. Là, c'est l'atelier qui me sert aussi d'endroit où j'entrepose mes archives. Parce que dessiner sur papier, ce que je fais encore, on finit par stocker beaucoup de papier, quoi. Ouais. Et des livres, parce que les éditeurs, heureusement, nous envoient aussi nos exemplaires d'auteurs. Donc dans le couloir là qui mène à cette pièce où on se trouve, il y a tous mes exemplaires d'auteurs. Et là, on a une belle bibliothèque aussi à côté de nous. Là, ici, c'est mes lectures que j'aime bien avoir sous les yeux, parce que je les trouve de bonne compagnie. Et certains me servent de phare dans la nuit, quand je suis perdu, quand je suis au milieu d'un projet et que j'ai l'impression que je m'égare un peu. Et ben je sors un livre comme ça de la bibliothèque et je peux retrouver mon chemin. Alors c'est très joli déjà ce que vous nous dites, mais on a une question rituelle dans notre podcast Reading Wild. C'est Charles Berberian, quel lecteur êtes-vous ? Alors je suis un lecteur... je peux lire plusieurs livres à la fois et j'aime ça. Je peux décrocher aussi d'un livre, même un livre qui me plaît, comme par exemple Don Quichotte et Moby Dick. J'ai arrêté à un moment, en plein milieu. Don Quichotte, je reprends de temps en temps la lecture, mais je lis pas très longtemps. Je lis... Bon, ça va bien avec Don Quichotte parce que c'est des petites histoires en fait. C'est un chapelet de petites histoires. Et pourquoi quand vous dites je décroche, le plaisir de la découverte et le choc est passé en fait, et que donc je suis un lecteur qui papillonne, mais en même temps quand je tombe sur un auteur qui me ravit, je deviens un lecteur compulsif, mais même pire qu'un lecteur compulsif, je suis d'abord un acheteur compulsif, parce que je dois admettre que ce qui me plaît le plus, c'est rentrer dans une librairie et être en position d'acheter un livre. Je ne sais pas pourquoi, ça me ravit d'être dans une librairie. J'adore ce genre d'endroit. Vous disiez que vous avez plein de librairies pas loin de chez vous. Oui, dans le 10e arrondissement et le 11e arrondissement, j'ai la chance d'avoir beaucoup de librairies autour de moi. Mais j'aime beaucoup le premier étage de la librairie Gibert qui est à Strasbourg-Saint-Denis. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et qu'on est vraiment dans une espèce de maison de livres, et c'est comme la maison de bonbons là, de Hansel et Gretel, sauf que là c'est des livres. Donc un lecteur compulsif, c'est-à-dire que quand j'ai découvert Giono et Graham Greene, j'ai acheté tout ce que je pouvais trouver d'eux. Alors Giono c'est facile parce qu'il y a la Pléiade. Ouais. Qu'on a là pas loin là, je vois qu'elle est près de vous. Et Graham Greene, ce qui m'a en premier amené à Graham Greene, c'est l'objet livre de poche et les couvertures dessinées par un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup, il s'appelle Jean-Claude Forest. Ouais. Et j'ai demandé à ma compagne, Anne, est-ce que Graham Greene c'est bien ? Elle m'a dit, bah ouais, tu peux y aller, c'est vraiment bien. C'est une grande lectrice aussi.
Ouais. Elle lit beaucoup plus que moi. Et elle relit. Et notre fille est un peu comme nous, mais en moins grave. Quel a été votre premier contact avec les livres ? C'est mes parents qui ont toujours vécu dans la compagnie des livres. Donc les livres ont toujours été présents à la maison, les livres et les journaux d'ailleurs. Ouais. Les journaux ont une importance énorme. En fait, le véritable premier plaisir de lecture, c'est soit les journaux, soit pour moi les comics qui sont apparentés aux journaux. Et je dis bien les comics, hein, pas les... Parce que j'ai grandi en Irak et ce qui était disponible pour moi à l'époque, c'était les comics américains. Et c'était une grande joie d'aller avec mon père chez le marchand de journaux et de repartir de là avec des comics pour moi. Donc Batman, Superman. Donc le plaisir de lecture commence là et j'ai un souvenir très très présent où je ne sais pas encore très bien lire, hein, mais je fais semblant de lire des livres de poche parce que j'aimais bien l'objet, j'aimais bien les couvertures. Et il y avait un livre de poche qu'avait mon père qui était une novélisation des agents très spéciaux, Ouais. The Man from U.N.C.L.E. Et la pochette me plaisait parce qu'on y voyait les acteurs, des agents très spéciaux, et je faisais semblant de lire ce livre. Mais le premier livre que j'ai vraiment lu, c'est Oui Oui et le Père Noël. Ouais. Vous vous en souvenez ? Je me souviens très bien des Oui Oui parce que c'est aussi un rapport au dessin, puisque c'est des bouquins qui sont illustrés, c'était des gouaches. J'ai aimé Oui Oui parce que je pense que quand on est jeune lecteur, les premiers livres qu'on lit, c'est par plaisir, c'est un émerveillement de basculer dans un univers qui va nous enchanter, quoi. Et puis Oui, c'est le monde du jouet animé, en fait. Et moi qui adorais jouer avec les figurines, les cow-boys, les indiens en figurines, ou même j'avais la voiture de Batman que j'ai toujours. Il y a cette projection ultra plaisante, quoi. Et donc ce plaisir de lecture, je le voyais même chez mes parents qui étaient plongés dans des livres. Mais très tôt, c'est la façon dont vous en parlez, c'est l'objet qui vous capte aussi. L'objet et le geste, surtout. C'est-à-dire d'être... un livre qu'on ouvre, c'est le regard qui plonge dans cette espèce de rempart, finalement. J'allais dire contre le monde extérieur, mais je vais être plus tranquille. C'est un rempart entre nous et le monde extérieur. Donc pourquoi rempart ? Toutes les raisons sont bonnes. On les découvre plus tard, mais quand on est petit, moi, je me souviens que j'étais en recherche d'un monde à moi, en fait. Ma chambre, construire une espèce de tente de campement, quand les copains viennent dormir à la maison, on mettait une couverture entre le lit ou alors on se mettait sous le lit, puis donc c'est avoir une maison à soi, un truc. Et le livre, c'est avoir une certaine manière une maison à soi, parce qu'on a déjà comme deux plans qui ressemblent à un coin de mur, ce qui peut effrayer certains, parce que le coin de mur, c'est là où on est puni. Mais moi, j'ai jamais vu le livre comme une punition. Comment vous avez découvert, comment vous est venue cette passion du dessin, finalement, ce qui est votre création, votre vie aujourd'hui, mais c'est en lisant des livres, justement, il y avait des images qui vous venaient ? Non. Enfin,
il y a la bibliothèque verte ou rose, c'est illustré. Ouais. Donc forcément, la fascination de l'image est liée à l'objet livre. Mais la bande dessinée est très en amont du roman illustré. C'est-à-dire que je commence vraiment à lire Batman et Superman quand je suis tout petit, quoi. J'arrive même pas à lire les bulles. Donc l'apprentissage des mots se fait à travers la lecture image-texte. Et puis le dessin, c'est quelque chose qu'on a en nous quand on est enfant. Mais pourquoi est-ce que je continue à l'âge de 10 ans à dessiner plutôt qu'à sortir dehors, jouer au ballon, Faire du foot, ouais, j'allais dire. Ouais. C'est forcément lié à la lecture et à la place que prend le livre dans ma vie, et le cinéma et la série télé, parce que c'est une espèce de mouvement simultané vers les histoires, oui, se retrouver ailleurs, en fait. Probablement parce que il y a une manière de se construire en étant ailleurs que dans sa famille ou dans le pays où on est en train de grandir. Est-ce qu'en parallèle de ces découvertes, il y a des auteurs juste de livres faits de mots simplement, qui vous touchent tout autant? Est-ce que les romans... Alors, à l'époque, c'est curieux, mais il n'y a pas de... En dehors de Bob Moran, qui me plaît énormément, je lis beaucoup de livres... Enfin, il y a Sherlock Holmes, mais j'avais pas de livre qui me fascinait autant que la découverte, par exemple, de Druyer avec Delirius, qui était un objet incroyable, totalement improbable. Mes parents ou mon oncle m'avaient offert un Astérix ou un Ricochet que j'avais déjà. Et donc je suis allé dans la librairie pour l'échanger contre un autre livre. Et Druyer étant édité par Dargaud, à Beyrouth, on trouvait cet album de Druyer qui s'appelle Delirius et qui a été une grosse claque, quoi. Au moins aussi forte que la découverte de la rubrique à braque de Gottlieb. Pour moi, à cette époque-là, il n'y a rien de comparable. Même au cinéma ou en musique, j'ai vu Woodstock au cinéma et ça a été un choc au moment où Woodstock est sorti. En plus, j'avais 10 ans, quoi. Donc, vous imaginez bien le choc que ça pouvait avoir, la portée que ça pouvait avoir sur moi. Mais Delirius de Druyer ou la rubrique à braque de Gottlieb, il y a rien de comparable. Et là, pour moi, la bande dessinée, ça devient un objet indispensable. Et quand on se retrouve face à des personnalités comme Gottlieb et Druyer, entre autres, parce que dans leur sillage, je vais découvrir Giraud, Moebius, Fred et le personnage de Philémon qui se balade sur les lettres de l'Atlantique. Donc forcément, quand on est adolescent, enfin c'est comme, les amis que j'ai rencontrés en France ensuite, quand je suis arrivé ici en 75, ils m'ont dit « Mais t'as fumé du Libanais ?» J'ai dit « Ben non. » Mais franchement, avec Gottlieb et Druyer, j'avais pas besoin de psychotropes ou de fumer du hashish ou de l'herbe. Tout ça, c'était en lisant leurs bouquins, je partais directement dans une autre dimension, quoi. Et donc la littérature, c'est un peu tenu à distance.
je lisais, par exemple, j'ai adoré lire Tournier, à un moment, qui m'est arrivé par le biais du magazine À Suivre, qui a publié des nouvelles de Tournier qui m'ont plu. Et du coup, j'ai lu Les Météores, j'ai lu Vendredi ou Les Lames du Pacifique, et j'ai beaucoup aimé. Mais c'était sans commune mesure par rapport à aucune comparaison avec Tardy, avec Hugo Pratt, mais qui m'emportait aussi par le dessin. C'est-à-dire, peut-être l'association des deux faisait ça, mais il y a aussi quelque chose... Alors, Hugo Pratt parlait énormément de Stevenson. J'essayais de lire, mais ça, il n'y avait pas la même fascination, quoi. Est-ce que c'est venu plus tard ? Est-ce qu'il y a eu quand même plus tard C'est venu plus tard parce que je découvre que, par exemple, Don Quichotte a été illustré par Gustave Doré. Ce sont des illustrations assez impressionnantes. À un moment, je lisais beaucoup Haruki Murakami. Et j'ai commencé par L'éléphant s'évapore, et ensuite... alors ça, c'est dans les années 90, 2000. Avant ça, je me souviens avoir adoré les livres de Henri Calais. J'ai lu L'Italie à la paresseuse, au Dilettante. Mais c'est marrant parce que j'ai commencé à acheter les livres du Dilettante parce que j'aimais les couvertures. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ravalek, que j'ai adoré lire. J'ai lu tous les Ravalek du Dilettante, et les premiers romans qu'il a, le Cantique de la racaille aussi. J'avais beaucoup, je lisais énormément les livres de Rezvani. Et là, j'ai découvert ça dans les années 80. Les années Lula, les années Lumière. Et puis, vers le milieu des années 90, il y avait ce livre de Rezvani qui a beaucoup compté. Pour moi, c'est Les Repentirs du peintre, où il racontait comment il se remettait à la peinture et comment le repentir était devenu un processus important de sa manière de peindre et d'écrire et de vivre. Le repentir, c'est demander pardon, mais chez le peintre, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose. C'est travailler sur ses erreurs pour aller vers quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on n'imaginait pas atteindre quand on a commencé le processus de peindre. Et ça fait écho avec un autre livre que j'ai découvert de Henri Matisse qui s'appelle L'apparente facilité, qui est où il explique et montre que le plaisir de peindre l'emporte sur le but à atteindre. Et d'ailleurs, Rezvani, dans son livre Le Repentir Les Repentirs du peintre, rapproche ça de la discipline japonaise du tir à l'arc, où le but ultime est de ne pas décocher la flèche et d'être dans l'instant présent continuellement, une forme de sagesse, quoi. Et donc Matisse, dans L'apparente facilité, explique à quel point le geste de peindre est lié à la difficulté d'être dans l'instantanéité du geste et de se suffire à ça, en fait. Donc à cette époque-là, après Les Repentirs du peintre, je commence à lire Pessoa, et en même temps je lis, dans les années 90, je lis Cadic énormément. Et puis dans les années fin 80, ça doit être 96, 97, un lecteur de bande dessinée, un lecteur de nos livres, Philippe et moi, à l'époque on publiait les histoires de Monsieur Jean, à une séance de dédicace, donc on est en train de dédicacer Monsieur Jean, me dit « ça c'est pour vous », et il me pose sur la table Une passion simple de Annie Ernaux. Il me dit ça va vous plaire. Et j'ai commencé à lire
les livres d'Annie Ernaux à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a plu chez Annie Ernaux ? La même chose que chez Crumb et chez Gottlieb, il y a un rapport à soi-même qui est très honnête. Ils se décrivent sans se magnifier, sans se glorifier. Ils abordent des sujets complexes. Et il y a chez ces trois-là ce petit dénominateur commun qui est l'essence même de notre humanité complexe, avec les angoisses, et puis une manière directe de les exprimer. Chez Annie Ernaux, c'est comme la bande dessinée, on dirait que c'est simple, et cette complexité, elle naît de cet écho qu'elle réveille en nous, et de la manière dont on se projette dans son récit, et la manière dont on reçoit aussi ce qu'elle raconte. Enfin, je me projette complètement en elle, je deviens elle, et et c'est fascinant, en fait. Et comme je deviens Gottlieb, comme je deviens... Alors que je ne suis pas du tout, mais il y a cette mécanique de projection et d'écho qui est très directe pour moi. En fait, c'est naturel. Et c'est vrai que dans les années 90, quand Ravelec arrive, quand Génada arrive, quand Virginie Despentes arrive, il y a enfin des auteurs qui ont ce même rapport à notre monde que j'ai déjà perçu dans la bande dessinée. C'est la couverture, vous le disiez, qui peut vous attirer. Il y a d'autres, la recommandation des amis, j'imagine. Oui, pour une passion simple, c'est un concours de circonstances aussi, c'est-à-dire que, quand je disais pour Graham Greene, en plus ça tombait à point parce que c'était le premier confinement, et que j'ai lu Rocher de Brighton, et puis je me souviens plus du titre, mais la liaison, enfin je sais plus, c'est La fin d'une liaison. La fin d'une liaison, ouais. J'ai lu à ce moment-là. Ouais. Puis c'est des gros bouquins. Puis alors c'était génial de se retrouver à l'intérieur d'un livre aussi. Et le deuxième confinement, ça a été Monte Cristo et Les Trois Mousquetaires. Et là, en ce moment, je me tiens à distance de Dumas parce que je veux faire autre chose que de lire. Et quand j'ai lu Monte Cristo, je pouvais rien faire d'autre. Et quand j'allais faire les courses, je me disais vite que je rentre pour que je continue à lire. C'était ridicule, quoi. J'ai fait du binging littéraire. Binge reading. Oui, binge reading. Ouais. Les recommandations... Alors, comme je disais, Anne, ma compagne, elle me recommande par exemple Philippe Roth, et je veux bien lire, mais j'ai un Philippe Roth qui se tient prêt, qui attend son tour et qui fait la gueule parce qu'il y a des bouquins qui lui passent devant. C'est vrai que c'est ça aussi, la lecture. Hein. C'est regarder les piles. Et regarder les piles et sentir ce moment où c'est son tour. C'est joli ce que vous dites. Pendant le premier confinement, comme on n'avait pas le droit de sortir, que les librairies étaient fermées, d'un seul coup, notre appartement s'est transformé soit en bouquinerie, soit en librairie. Oui. Parce qu'il y avait d'un côté les livres neufs, de l'autre côté les livres cachés dans la première couche de l'étagère. Donc je sortais la deuxième couche, je voyais ce qu'il y avait derrière, je redécouvrais des trucs. Et pour rigoler, je disais, je mettais, quand je prenais un bouquin de la deuxième couche, je mettais 5 € dans une cagnotte.
Parce que ça fait comme si j'étais allé chez le bouquiniste et comme ça crée un avoir pour quand les librairies rouvriraient. Tant qu'on a des livres à lire, tout va bien. Et donc, tant qu'on a encore à lire du Don Quichotte ou du Melville, tout va bien. Et du Dumas aussi. Par exemple, Dumas, c'est infernal, parce que lui, c'est des annuaires qui publient. Et donc, j'en ai acheté. J'ai le Vicomte de Bragelonne, j'ai 20 ans après, tout ça. Et ces bouquins attendent. C'est des gros volumes qui sont posés sur ma table de nuit à Fréjus. Ils attendent leur heure. Mais c'est déjà une compagnie. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que le plaisir de savoir qu'on ne va pas être en manque, ce qui peut être compliqué quand on part en voyage. Par exemple, j'ai tendance à faire le plein de livres avant de compter le nombre de caleçons ou de chaussettes dont je vais avoir besoin. Et puis encore une fois, dans les livres, dans les villes que je visite et que je ne connais pas, la librairie est un point d'ancrage. C'est par exemple, je suis à l'hôtel et je vérifie où est-ce qu'il y a une librairie pas trop loin et tout ça, et je vais y aller à pied. Oui. Et avec un peu de chance, elle n'est pas très proche, donc c'est comme ça que je vais visiter la ville. Il se trouve aussi que les quartiers les plus intéressants sont les quartiers où se trouvent les disquaires qui restent ou les libraires. Je trouve aussi. Après, je suis un bon chercheur d'or, mais l'or, c'est les livres. Ouais. C'est que j'ai un flair. Je vais me diriger, mais même sans savoir, même au pif, quoi, je vais tomber sur la librairie. Elle vous appelle. Ouais. Et on n'a pas beaucoup parlé de poésie. Est-ce que la poésie... Ouais. J'ai beaucoup aimé les contemplations de Victor Hugo. Je pense que c'est le premier bouquin de poésie que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé le Rester vivant de Houellebecq, c'est ça ? Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce bouquin. Je trouve qu'il est, et ça m'a fait le même effet que Rabelais, que Génada, Despentes et tout ça. D'un seul coup, on a un poète maintenant. Donc, Houellebecq, et puis Léonard Cohen, en fait. Un copain m'a offert l'édition bilingue de Léonard Cohen. Et c'est là où j'ai vraiment découvert Léonard Cohen et où je me suis mis en plus à vraiment écouter ses albums après avoir lu Cohen. Et les éditions bilingues, c'est vraiment bien parce qu'on peut naviguer de ce qu'on comprend à ce qu'on croit comprendre. Parfois, ça se rejoint. C'est ça qui est étonnant avec la poésie, c'est qu'on n'est pas plus avancé quand on croise parler la langue. J'avais lu aussi La haine de la musique de Quignard, et j'adore l'idée qu'on n'est pas obligé de comprendre, en fait, que c'est une sensation qui diffuse et que cette sensation a autant de sens que le raisonnement cartésien, en fait. Il peut même avoir plus de sens. Forcément, puisqu'on sent les choses, quoi. Donc, c'est ce qui peut nous aider à lire des Ulysse de Joyce ou... Oui, et Giono qui est une des grandes découvertes récentes pour moi. Ça m'ouvre des visions, quoi. Je me suis mis à utiliser les couleurs comme j'avais jamais utilisé les couleurs avant, après avoir lu Giono. Il m'a aidé à comprendre les choses. Et effectivement, Giono, je peux lire 50 pages sans rien comprendre de l'histoire qu'il est en train de raconter ou de mettre en place, mais je suis déjà dans le bouquin, dans sa tête, dans la texture de ce qu'il décrit, dans le souffle
de ses impressions, et je trouve ça magique, quoi. J'ai lu Colline en premier, ensuite Jean Le Bleu, ensuite Regain, et j'ai lu avec grand intérêt Un roi sans divertissement quand j'ai su qu'il l'avait écrit d'une seule traite et qu'il écrivait comme on dessine, en fait, c'est-à-dire qu'il accorde une grande importance au papier qu'il utilise, les carnets dans lesquels il dessine, il écrit, et les stylos qu'il utilise, l'encre et tout ça. Et moi, c'est vrai que je dessine beaucoup dans les carnets, en fait. Je fais mes bouquins dans des carnets. Et donc j'ai découvert que... Enfin, je ne suis pas le seul à le faire. On est beaucoup d'auteurs de bande dessinée à faire ça. Mais quand j'ai découvert que Giono faisait ça, forcément, ça m'a poussé à m'intéresser encore plus à l'individu et à ses textes, quoi. Quand je lis un livre de Giono, je dialogue avec Giono, je suis dans la tête de Giono, c'est maintenant. Et Giono est là maintenant. C'est une espèce de relation télépathique extrêmement forte, extrêmement intime. C'est pas de l'imagination, mais c'est réel, c'est totalement réel. Giono est là, il est en train de me parler, quoi. Enfin, il est en train de me transmettre quelque chose. Et ce livre est un objet télépathique parfait, comme le décrit si bien Stephen King dans son livre sur l'écriture. Alors, on parlait de Jean Giono. Oui. Et de la conversation. On a l'habitude dans Stewart qui prédit de terminer par la lecture d'une page aimée. Il est près de nous, j'ai l'impression qu'il va nous parler. Alors, ce qui est terrible avec les livres, c'est pas pareil avec les bandes dessinées que je relis plus facilement que je ne relis les livres. C'est que parfois, c'est plus l'impression d'un livre à sa lecture qui me reste que le contenu même du livre. Et donc, j'ai cherché un passage qui est proche de cette première impression que j'ai eue quand j'ai lu Colline. Donc, j'ai ouvert Colline, j'ai pas retrouvé le passage. C'est horrible. Mais c'est terrible parce que qu'est-ce qui reste d'une lecture ? Alors, c'est bien quand il reste... quelque chose de fondateur. Et pour moi, Giono, il y a cette découverte de la couleur. Comment la manipuler, comment faire du Giono en faisant de l'aquarelle ou de la gouache, quoi. Enfin, donc je vais lire un passage. Sa pipe est encore éteinte. Il en a oublié de tirer sur le tuyau de terre à son habitude. Il se tourne vers Gondran. « Toi, dit-il, tu pourras peut-être apprendre le fin du fin. Il y a Janet. Ce n'est pas pour toi que je dis ça, mais c'est par lui que tout a commencé. C'est pas pour toi, c'est pas pour lui, tu n'en savais rien, lui non plus. Ces choses-là, vois-tu, ça commence toujours par un homme qui voit plus loin que les autres. Quand un homme voit plus loin que les autres, c'est qu'il a quelque chose de dérangé dans sa cervelle. Des fois, c'est un rien, comme un fil, mais de ce moment, c'est fini. Un cheval, c'est plus un cheval, une herbe. C'est plus une herbe. Tout ce que nous ne voyons pas, il le voit. Autour de la forme, des lignes dont nous avons l'habitude flottent comme une fumée qui est le surplus. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit du crapaud ? Il semble que quelqu'un à côté d'eux leur explique tout, leur écorche tout. Dans ce passage, qui n'est pas forcément du pur Giono, moi j'y trouve aussi ce rapport que j'ai au dessin, en fait. La retranscription de ce que l'on voit, elle passe par une sorte de trahison pour définir quelque chose qui est à la fois ce qu'on a vu et qui est une sorte de réalité ou une sorte de transmission de ce sentiment de réalité qu'on a. Ce que j'aime chez Giono, c'est qu'il nous fait voir des paysages comme on ne les a jamais vus, mais comme Cézanne essaye de les retranscrire, ou comme il les a retranscrits. Bon, merci beaucoup.
Charles Berberian. Merci à vous, à toi, je sais pas comment. Et à bientôt. À bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.